Le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et nous sommes, ça y est, le samedi 16 avril. Les cloches vont passer. Il y en a déjà 2 avec vous en studio. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. Alors pour ceux qui auraient la vidéo, ils vont voir que vous avez un t-shirt avec écrit Vivre d'amour et de champagne. Oui monsieur. Voilà. Et j'ai mis ma bubble de Saint-Tropez. Voilà, la bulle de Saint-Tropez. On va pas parler d'alcool au volant, on va parler de drogue au volant pour commencer. Ah oui, enfin la drogue. Avec peut-être une mauvaise nouvelle parce que ceux qui fument du CBD, c'est autorisé, eh bien pourraient être verbalisés, arrêtés. On va voir ça avec CBD à ne pas confondre avec l'herbe pure, quoi. Les CBD, c'est juste normalement les molécules que l'on a le droit, qui sont vendues en vente libre, etc. C'est tout à fait légal. On en parle dans quelques instants avec effectivement notre ami Rémi Jossom. Il y a déjà quelqu'un avec nous en studio. On a déjà un invité qui est présent. Oui. Et si la France devenait un des plus gros producteurs de lithium, en tout cas en Europe, pour fabriquer les batteries? C'est ce que nous racontera notre invité tout à l'heure, qui est lauréat du Grand Prix de l'ACF. Donc, bravo. Automobile Club de France, je traduis pour ceux qui ne parlent pas la langue Jean-Luc Moreau. On parlera évidemment aussi de vous, puisque vous êtes attendu au 0826 300 300 pour poser toutes vos questions, les conseils, ou sur notre boîte mail je participe @sudradio.fr en mettant bien On parle auto dans le corps de votre mail et vos coordonnées. Exactement. Puis on a aussi Lionel Robert, parce qu'on lance les Awards de l'automobile. Vous savez que Sud Radio est partenaire de ce grand événement et ça démarre. Les inscriptions sont ouvertes. On proposera d'ailleurs à notre invité tout à l'heure de participer à ces awards. Allez, on y va. On reparlera aussi des voitures anciennes avec notre rendez-vous classique car, et ce sera avec Jacques D'Andrea, président de Vincennes en ancienne. On parlera évidemment de passion. C'est parti, on y va. On parle auto ensemble et avec vous sur également la page Facebook de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et nous accueillons tout de suite Maître Rémi Jossom, qui est avocat au barreau de Paris et président de l'Automobile Club des avocats. Bonjour Maître. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Maître Rémi. Alors bon, pour commencer Rémi, il est peut-être important de rappeler ce qu'on risque si on fume des plantes assez illégales et qu'on prend le volant. D'abord, vous risquez des peines sur votre permis de conduire, puisque vous risquez une peine de 6 points en cas de condamnation. Vous risquez également une peine d'amende, jusqu'à 4 500 € d'amende, et une peine d'emprisonnement, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, et puis également une peine de suspension de votre permis de conduire. Tout ça, évidemment, vous l'avez compris, se cale sur l'infraction de conduite en état d'alcoolémie. Non, pas d'alcoolémie. Se cale, oui, d'accord. Oui, se cale, au sens où on veut réprimer, bien évidemment, toutes les conduites addictives en France depuis maintenant des dizaines d'années. Jean-Luc, t'as été large, t'as dit des plantes. Alors, oui, j'ai dit des plantes. On peut parler de bœufs, de chichons, on va clairement parler de cannabis. Donc si on fume du cannabis, on s'expose à ça. Oui. Là où ça devient Parce que si je fume du persil... Oui. Normalement, ça devrait aller. Dans le nez, dans les oreilles, le persil. Non, ça c'est pour le gigot de vitrine de charcuterie. Non, mais si, en revanche, si on fume du CBD, normalement, on doit être à l'abri de tout ça, Rémi. Alors, le CBD, qui est un produit relativement récent et assez à la mode, on voit beaucoup de boutiques en proposer aujourd'hui. Alors, CBD, c'est quoi d'abord ? C'est l'acronyme de cannabidiol. C'est une substance en fait qui est extraite d'une plante de cannabis. Qui en fait, sans être trop technique, le cannabis, le THC, c'est le principe actif du cannabis. Eh bien, le CBD, le cannabidiol, il est extrait d'une plante dont la teneur en THC, donc en principe actif, doit être inférieure à 0,3%. C'est-à-dire que ça vous fait pas voler, quoi. Voilà, en d'autres termes, il y a vraiment des mini traces de THC, mais en quantité tellement insuffisante que ça n'a évidemment aucun effet psychoactif pour celui qui va le consommer. Alors on peut le consommer soit en le fumant, soit également en le prenant en tisane, par exemple. Enfin bref, ça se... Oui, il y a tout un tas de boissons, il y a les cocktails, c'est vrai qu'il y a des centres où on va de bien-être, de détente, où on propose tout un tas d'infusions. Voilà. Et ça a des effets réels, effectivement, sur la détente de l'organisme. Enfin voilà, les consommateurs qui l'utilisent, c'est aussi notamment, moi, principalement mes clients, c'est pour des douleurs, pour calmer
supprimer le stress. Bref, c'est un produit légal. Alors ça, il faut bien le rappeler. Alors c'est un produit légal, mais si vous vous faites arrêter et qu'on vous fait un test salivaire, vous pouvez vous faire verbaliser. C'était trop détendu en fait. Exactement, vous pouvez vous faire verbaliser. Alors c'est ce qu'on constate depuis maintenant quelques mois, depuis la généralisation des tests salivaires, c'est que l'on a des gens qui sont des consommateurs exclusifs de CBD, qui en justifient et qui assez étonnamment sont réactifs positivement aux tests salivaires et donc se voient poursuivre en justice pour une consommation de stupéfiants. Pourquoi ? Parce que le test salivaire est tellement sensible qu'il va réagir positivement parce qu'il y a des traces infime de CBD. Et donc ça pose une vraie difficulté, vous avez bien compris. D'abord parce qu'il y a des gens qui sont de totale bonne foi, qui respectent la loi, oui. Qui vont être verbalisés. Et du coup, est-ce qu'on peut réagir en fait ? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est là où ça devient intéressant. Oui, Laurence, effectivement, c'est intéressant. Et ça implique aujourd'hui, d'abord que quand on est usager de CBD, il faut impérativement le signaler aux forces de l'ordre en cas de contrôle. Il faut également demander la contre-expertise, c'est-à-dire qu'il faut demander la prise de sang, parce que dans le cadre de la prise de sang, le laboratoire va pouvoir davantage doser la présence de THC avec la présence de CBD. Et puis dans le meilleur des cas, quand on est notamment conseillé et assisté par un avocat, eh bien on va faire des tests complémentaires, ce sont notamment des tests capillaires qui vont permettre de cloisonner de manière très précise la présence de CBD et la présence de THC. Et quand on fait ces analyses très poussées, on peut plaider devant les tribunaux qu'il n'y a pas d'intentionnalité de l'infraction, bien évidemment, et qu'on est consommateur d'un produit totalement légal en France. Et là, donc, on est relaxé en général. Alors, les tribunaux commencent à se pencher sur cette difficulté-là parce qu'en fait, personne n'y avait auparavant pensé, que ce soit évidemment le législateur et les toxicologues aussi. La littérature scientifique commence à évoluer parce que, par exemple, on se rend compte que aujourd'hui, on peut être contaminé également lorsqu'on se retrouve dans un local fermé avec des consommateurs de THC, de cannabis. Eh bien, sans être consommateur, le fait d'inhaler la fumée, eh bien on peut aussi réagir positivement aux tests salivaires. Je suis avec quelqu'un qui fume des pétards en permanence. Je me fais arrêter alors que moi je suis pas du tout consommateur. Je peux. C'est comme quand on vit à côté d'un fumeur, on prend aussi sa nicotine. Ouais, on est d'accord. En fait, ça paraît logique. Exactement. C'est une logique imparable. Et aujourd'hui, juste pour que vos auditeurs comprennent bien, la fumée qui est dégagée par un consommateur de cannabis lorsqu'il fume son joint va contenir 40% de THC dans l'air. C'est énorme. Moi, j'ai une question à vous poser. Enfin, j'ai deux questions à vous poser. La première question, c'est le fait que le CBD est reconnu comme étant très détendant. Est-ce que c'est pas dangereux de prendre la voiture quand on a fumé ou quand on a pris un cachet de CBD ? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question pour conclure, c'est que normalement, ça sera à titre d'information pour tous, quand on fume un vrai joint, ça se retrouve dans le sang plus de 15 jours après si on est arrêté. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui existe. Alors exactement, Laurence. En fait, on a trois méthodes de recherche. La méthode salivaire, c'est à peu près 48 heures. La méthode sanguine, c'est entre 48 heures, 72 heures environ. La méthode urinaire, c'est jusqu'à 1 mois. Wow. Et capillaire, ça peut être 3-4 mois, puisque en fonction de la longueur des cheveux, le produit va se dégrader dans l'organisme et on le retrouve dans les cheveux. En fait, ce qu'il faut vraiment dire aux auditeurs, c'est que même celui qui va fumer un joint, ce qui est totalement illégal, bien évidemment, faut le rappeler, il est sous perfusion. Donc, il sera toujours positif à un moment ou à un autre, parce que les méthodes de recherche sont tellement poussées aujourd'hui et tellement longues dans le temps. Moi, j'ai des clients qui n'avaient pas le permis de conduire, qui étaient consommateurs, qui ont passé le permis de conduire en ayant bien arrêté leur consommation, et quelques jours après avoir obtenu leur permis de conduire, ont été positifs aux stupes. Vous voyez la déconnexion pour eux. Pour conclure en 2 secondes, on risque quoi, du coup, si on est positif ce que je disais tout à l'heure, 6 mois d'emprisonnement, 400 € d'amende. C'est bien de rappuyer un petit coup en fin de rendez-vous. Vous voyez l'idée ? C'est une infraction extrêmement et tout à fait logiquement sanctionnée comme l'alcool. Alors, elle est mal faite entre guillemets parce que quelqu'un qui va fumer son joint 15 jours avant, il est plus sous l'influence du stup, bien évidemment. Mais c'est pas ça qu'on réprime. Mais c'est illégal. C'est illégal. C'est illégal. Bon, maître Rémi Josso, merci beaucoup. Merci Rémi. Je pense qu'on reparlera de tout ça.
Merci. Oui, avec grand plaisir. Vous aussi un grand plaisir. Allez, Donc, à très bientôt. Donc, de toute façon, c'est illégal. Et puis, faites attention si vous prenez du CBD. Prenez peut-être pas la route tout de suite. Faites attention à vous aussi parce que ça détend. Hein. Si ça détend trop. J'ai jamais essayé. Bah moi non plus. Mais il paraît que ça détend bien. Hein. Bon allez, go. On y va. Là, on est détendu parce qu'on est heureux d'être avec vous, mais on a une émission à poursuivre. Dans quelques instants, c'est votre question au 0826 300 300. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et vous êtes nombreux à réagir également sur la page Facebook de Sud Radio où vous nous retrouvez en direct et en vidéo. Bonjour à tout le monde d'ailleurs, joyeuse Pâques. Il y en a un qui nous dit vive le chocolat, Stéphane se reconnaîtra. Ou bonjour les dendong, parce que j'ai dit que les cloches étaient arrivées déjà en studio. Tiens, avant d'accueillir Jean-Michel qui est notre auditeur pour sa question, il y a Jacques Pajot, vous savez, notre auditeur de Phuket. Non, je crois que c'est Fabrice l'auditeur. Ah, c'est Fabrice l'auditeur? Oui. Ah oui, je suis déjà à 13h moi. Ah, pardon. Il y a Jacques qui est notre auditeur qui nous écoute à Phuket sur Internet qui dit une remarque pour Laurence qui pense que Mercedes est une marque fiable. Mercedes est arrivé 10e au classement Wattcard 2022 des modèles les moins fiables et les 3 premiers dans le classement des marques les plus fiables seraient un Suzuki, 2 Lexus, 3 Toyota. On parle auto, Jean-Luc Moreau? Oui, alors le classement pour moi le plus fiable, c'est JT Power aux États-Unis, qui fait un classement tous les ans sur la fiabilité. Cette année, je crois que c'est les Coréens qui sont en tête devant Lexus Hyundai et Toyota. Ouais, c'est Hyundai Kia. Donc bon, okay. voilà, ouais, donc ça reste asiatique de toute façon. Allez, on accueille Fabrice qui est avec nous au 0826 300 300. Salut Fabrice. Bonjour Dame Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Fabrice, qui n'a pas une voiture ni coréenne ni japonaise, donc qui était alors plus ou moins en panne, c'est bien ça? Oui, j'ai eu des soucis. Je voulais dire que je vous suis depuis très longtemps puisque ma Golf GTE, je l'ai achetée en 2015 sur vos conseils. Ouais, dans une autre vie. Voilà, dans une autre vie, voilà. Et à l'époque, j'ai fait aussi revendre la Polo TDI de ma femme qui faisait des courts trajets. Donc, grâce à vous, j'évite les problèmes. D'accord. Donc, vous aviez des soucis avec votre Golf GTE. Je vais résumer parce qu'on en avait déjà parlé. Votre batterie, en fait, ne vous permettait pas de faire plus de 30 km d'autonomie, donc il y avait bien un problème. Ça a été résolu dans le sens où on vous a carrément remplacé la batterie de traction, c'est bien ça? Oui, c'est ça, récemment. Alors, il a fallu que j'insiste quand même pas mal, mais alors je voulais dire quand même avant que pendant 5 ans, j'ai roulé sans souci avec cette voiture et j'en étais très content et j'ai une conso. On entend dire que les hybrides rechargeables sont pas des bonnes affaires pour l'environnement, ça dépend comment on l'utilise. Hein. Moi, si vous rechargez, c'est bien, mais bon, voilà. Le vrai souci des hybrides rechargeables, c'est que c'est surtout pour les sociétés qui en achètent parce que fiscalement c'est intéressant, et ceux qui ont des cartes carburant, ils s'en foutent de recharger, donc ils roulent à l'essence. Et là, c'est pas vraiment un bon geste pour l'environnement. Alors que quand on recharge sa batterie comme vous l'avez fait, vous êtes à quoi en moyenne de conso? Tiens, c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent. Alors, on va dire que donc quand ça marchait bien, et maintenant à nouveau ça marche bien, je suis autour de 2,8 litres, on va dire l'été, et autour de 3,5 litres l'hiver avec du chauffage, etc. Voilà. D'accord. Bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Volkswagen, alors je dis parce qu'on a plein de dossiers en cours Volkswagen, alors il y a des gens qui m'écrivent en disant on en est où? Chez Volkswagen, ça n'avance pas vite. Ça n'avance pas vite parce qu'ils n'ont pas des budgets extensibles pour gérer la prévente, malheureusement. Donc, ils sélectionnent. Donc, moi, j'essaye de pousser au maximum pour que les gens qui sont passés à l'antenne puissent avoir une résolution rapide, mais ça ne va pas aussi vite que ce qu'on espérerait. C'est vrai que quand on a une voiture qui est en panne et que ça traîne depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça avance. Moi-même, je pousse de mon côté, mais c'est pas facile. Donc, vous avez eu du pot, Fabrice? Oui, au départ, je l'ai fait tester. On me disait la capacité, elle est à plus de 90%, donc il n'y a pas de souci, voilà. Et puis comme j'ai fait comprendre que j'étais pas content, que j'irais voir ailleurs, et puis j'ai aussi cité votre nom. Je ne sais pas si ça a fait bouger un petit peu les choses. Donc on m'a rappelé, un expert est venu de Paris pour faire des essais, des tests. Effectivement, au bout de quelques jours, 2-3 jours d'essais, il a dit qu'il fallait changer la batterie complètement. Donc c'est ce qu'ils ont fait au mois de février. Et j'ai retrouvé complètement l'autonomie initiale. Donc maintenant ça va bien. C'est quoi? C'est 50 km hein. Alors c'est ce qui est affiché au compteur le matin quand je démarre. J'ai jamais fait plus de 42 km. Voilà. En réalité, parce que ça monte, ça descend, enfin voilà.
Et bon, maintenant, je pense que je conduis à peu près éco. Au début, c'était pas forcément le cas aussi au début. Voilà, ça s'apprend à utiliser une... Oui, un hybride, ça s'apprend. Effectivement, une conduite spécifique, parce que qu'il soit hybride rechargeable ou pas rechargeable, c'est la même conduite. C'est ce que je dis souvent. C'est anticiper pour récupérer l'énergie cinétique du véhicule et recharger la batterie. Donc avoir que du freinage électrique et pas de freinage mécanique où là, on gaspille l'énergie. Bon. Voilà. En tout cas, à partir du moment où ils ont détecté le problème, je suis très content de la façon dont ils l'ont pris en charge. Et donc, ils m'ont tout changé. C'est bien de temps en temps de dire que ça avance dans le bon sens. Que souvent, les gens téléphonent pour se plaindre. Là, ça me semblait intéressant de vous avoir pour l'épilogue. Sans parler spécial. Oui, pour conclure, Fabrice. Juste pour conclure, j'envisageais à l'automne peut-être de la vendre, et puis maintenant que ça marche bien et vu le contexte actuel, je suis très content de l'avoir encore et qu'elle marche bien. Oui, en plus avec les prix du carburant, ne consommer que 2,5 litres au 100 km en rechargeant, c'est vrai que c'est intéressant quand même. Bon, je regrette simplement que Volkswagen n'ait pas décidé de faire une version multi-fuel hybride rechargeable. Ça aurait été un pur bonheur. Mais bon. Juste un petit mot pour conclure par rapport au fait que Fabrice a réussi à se faire réparer plutôt rapidement. Il y a de toute façon, on en parlait assez souvent. C'était pas rapidement, mais plus rapidement. Longue histoire. Voilà. Mais en tout cas, là, ça y est, c'est fait. Il y a une vraie problématique des pièces partout dans les garages en France. Problématique des sous, plus que des pièces même. Et des pièces qui n'arrivent pas. Oui, alors, il y a eu plein de reportages cette semaine. Waouh, ça fait peur, quoi. Ouais. Et c'est le début. Alors, on parlera tout à l'heure, de l'augmentation du prix des pneumatiques. Ah, et c'est le début. Qui n'en est qu'au début. On parle vrai sur Sud Radio, même si on fait peur. Et c'est que le début. Donc faites attention à votre façon de rouler. Évitez de tomber en panne et de faire des accidents. Ça va être compliqué de réparer tout ça. Salut Fabrice. Bon week-end de Pâques. Merci à tous les deux. Et bonne balade, parce que je sens bien que vous étiez en train de marcher là avec ce beau temps là. Allez, à suivre. Nous allons parler de voiture et d'environnement avec la start-up Géolith qui est lauréate du prix Pionnier. Du Grand Prix Pionnier ACF Autotech 2022. Non, il n'y a plus Pionnier. Il n'y a plus Pionnier. Non. Et du Grand Prix. Du Grand Prix ACF. Donc vous me ferez les corrections plus tard, la semaine prochaine, c'est ça? Et puis tout de suite, on va parler des awards de l'automobile juste après la pause. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et tout de suite, on va parler de notre partenaire, les Automobiles Awards. Et c'est un rendez-vous qu'on aime bien. On accueille tout de suite Lionel Robert, qui est organisateur. Nous sommes partenaires sur Sud Radio. Salut Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Moi aussi, je vous aime bien, vous savez. Tout le monde s'aime bien, c'est formidable. On va s'embrasser. Tout le monde s'aime. Lionel, depuis le 1er avril, et c'était pas un poisson, lancement des inscriptions pour les Awards de l'automobile. Rapidement, rappelle ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est l'événement, on va dire, le plus fédérateur de l'année, puisqu'il réunit quasiment tous les constructeurs automobiles et pas mal d'équipementiers pour leur remettre des prix récompensant les plus innovants, les plus créatifs, les plus pertinents de l'année dans une vingtaine de catégories. D'accord. L'année dernière, combien de marques ? Alors, l'an passé, 46 marques présentes, 190 candidatures déposées, 22 prix décernés en tout et plus de 250 000 votes recensés pour l'élection, vous savez, de la voiture préférée des Français. Oui, parce que il y a un jury d'ailleurs qui est à parité homme-femme, de professionnels de l'automobile, mais au-delà de ça... Dont vous faites partie, non ? dont je fais partie, dont Sud Radio fait doublement partie puisqu'on est deux avec de Sud Radio. Exactement. Ouais. Mais les monsieur, madame, tout le monde peuvent voter également. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'élection pour les 20 catégories. Là, c'est effectivement le jury à parité homme-femme, comme on vient de le dire, qui remet ses prix, qui décerne ses prix. Mais l'élection de la voiture préférée des Français, là, c'est effectivement le grand public qui s'exprime. D'accord, il s'exprime. En toute liberté. en toute liberté. Bon, les grandes tendances cette année, Lionel, ça sera quoi pour aiguiller un peu les gens ? Ça va suivre tout simplement, on va dire, les grandes tendances qu'on observe actuellement sur le marché automobile, c'est-à-dire l'émergence d'une multitude de motorisations diverses et variées. Alors, certes portée évidemment par l'électrique, qui a récupéré l'an passé l'essentiel quand même des prix ont été décernés à des voitures électriques, mais également tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire ça va concerner bien sûr l'émergence du carburant E85, vous le disiez à l'instant, là, les voitures flex fuel quand même particulièrement intéressante aujourd'hui à circuler, compte tenu du tarif de l'essence. Ça va être aussi les hybrides de toute nature, qu'ils soient rechargeables ou full hybrides. Là aussi, dans une perspective, on va dire, d'économie de carburant et de respect de l'environnement. Et puis, ça va être aussi, je dirais, toutes les formes de carrosserie qui émergent en ce moment, avec évidemment, bien sûr,
toujours une prééminence, on va dire, des SUV, mais pas seulement. Et notamment, par exemple, je vois, j'étais récemment là, au volant d'une Citroën C5X qui je pense, qui est devrait assez concourir. Indéfinissable en termes de carrosserie. Hein. Exactement. Parce que c'est la garde au sol d'un SUV, il y a des passages de roues proéminents. En même temps, c'est une allure de face un peu de berline. Quand on la regarde de 3/4 arrière, c'est plutôt un break. On a l'impression qu'elle a été dessinée par plusieurs personnes différentes et ils n'avaient pas tous le même cahier des charges. Alors, sur le style en particulier de la voiture, moi je me prononcerai pas, n'est-ce pas? J'ai un devoir de réserve. Jean-Luc vient de le faire. Qui m'est imposé. Mais par contre, sur le plan du confort, c'est la voiture la plus confortable du monde. Ça, c'est clair. C'est incroyable. Clair. Ouais. Bon, voilà. En tout cas, l'événement se présente bien. Il y a aussi des partenaires de plus en plus nombreux qui nous rejoignent, dont Roule d'ailleurs, qui est aussi quel partenaire aussi de On Parle Auto. Donc la boucle est bouclée quelque part. Exactement, et je vous conseille d'ailleurs, alors vraiment en toute objectivité, si je puis dire, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur le site roule.fr et donc de cliquer sur l'onglet médias et vous découvrirez un nouveau média automobile totalement centré sur l'automobiliste, un peu comme ce que vous faites à Sud Radio. Mais d'ailleurs, on va faire des rubriques communes avec Roule. Très intéressant, voilà, très intéressant et très en proximité, on va dire, avec l'usager. Il y a, Lionel, on est bien d'accord qu'il y a une catégorie innovation dans les Awards de l'automobile. Alors il y en a même plusieurs, puisqu'il y en a une qui concerne véritablement les innovations, on va dire, équipementiers. Donc ceux effectivement qui imaginent les autos que l'on roulera dans quelques années. Voilà. Non, parce qu'on a en studio avec nous Jean-Philippe Gibaud, qui est le président fondateur des Géolites, une société qui vient d'avoir... Alors, je sais que vous aimez bien la CF aussi, puisque les awards, quand on disait la boucle est bouclée, quelque part... On est par exactement, Club de France. Exactement. Qui est donc patron d'une start-up qui a mis au point un procédé pour industrialiser l'extraction du lithium et la purification du lithium. Et ça, en France. Donc, il pourrait rentrer. Je lui donne une fiche d'inscription. On fait comment, là? Passez-lui mon portable, bien sûr. Il est le bienvenu. Il est clair que cet événement a vraiment pour vocation de faire briller, très sincèrement, les plus innovants. Et bien sûr que tout ce qui va dans le sens de l'innovation et a fortiori du respect de l'environnement, et a fortiori, je dirais, de l'émergence d'une nouvelle industrie automobile à la française. Et a fortiori aussi pour l'emploi aussi un peu à la française. Exactement. Lionel, exactement. Juste pour conclure, les prochains rendez-vous? Le prochain rendez-vous, c'est la date de clôture des inscriptions pour les marques. Ce sera donc le 30 juin. Donc les marques ont jusqu'au 30 juin pour se déclarer. D'accord. On en reparle d'ici là. De toute façon, on en parlera une fois par mois dans l'émission. Voilà. Merci Lionel, à bientôt. Merci à vous. Salut Lionel. Lionel Robert, organisateur des Awards de l'automobile, dont Sud Radio est partenaire. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et tout de suite, on va parler de cette fameuse start-up Géolite, lauréate du Grand Prix ACF Autotech 2022, avec son big boss, avec son créateur qui est avec nous, Jean-Philippe Gibaud. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Rapprochez-vous bien du micro, monsieur Gibaud. Rapprochez-vous du micro. Voilà. Tout va bien se passer, vous allez voir, ça fait pas mal. Donc c'était jeudi, c'est tout frais. Vous attendiez d'abord à ce prix? Bravo. Bravo, oui. Merci beaucoup. On l'attendait, non, on l'attendait pas, mais on l'espérait quand même, parce que quand on candidate pour un prix à quelque chose d'aussi prestigieux qu'ACF, on se prépare et puis on se donne les moyens d'y arriver. Bon, alors expliquez-nous ce que c'est que Géolite, pourquoi vous avez monté cette société et ce que vous faites surtout. Et pour ceux que ça intéresse qui sont devant leur ordinateur, Géolite s'écrit G-E-O-L-I-T-H. Voilà, pour aller chercher sur Google et compagnie. On vous écoute. Ok, bon. En fait, il y a quelques années, je forais des puits de géothermie profonde, en particulier en Alsace. Et en Alsace, on fore à 3000 mètres pour aller chercher de l'eau chaude. Alors, on a trouvé de l'eau chaude et on s'est rendu compte qu'il y avait du lithium en Alsace et beaucoup de lithium. Et ça m'a donné... Lithium, petite parenthèse pour ma mère qui écoute, c'est quoi du lithium et ça sert à quoi? Alors, le lithium, c'est un métal qui est extrêmement léger et aujourd'hui, ça sert principalement à faire des batteries. Mais des batteries de voitures électriques. Des batteries, mais pas que. Mais pas que. Le téléphone aussi. L'ordinateur. Donc c'est un matériau, on va dire le mot. Alors c'est pas rare, mais c'est stratégique. C'est pas rare parce qu'il y en a un peu partout dans le monde, mais c'est difficile à exploiter, c'est ça. C'est difficile à extraire et aujourd'hui, les méthodes d'extraction sont... discutable. Oui, pas très écologique, pas terrible. Ouais, c'est qui d'ailleurs les premiers fournisseurs aujourd'hui de lithium dans le monde? Alors c'est pas tout à fait aussi direct que ça, mais c'est Australie via la Chine. Alors le traitement en Chine est chinois. et puis, quel beau résumé. Et puis sinon c'est les salars du Chili.
D'accord. D'accord. Donc vous, en fait, vous découvrez ce lithium. Nous, on découvre qu'il y a du lithium et à cette époque-là, on se rend compte qu'il n'y a pas de moyen pour l'extraire dans les conditions où on les trouve en Alsace et dans les pays environnants. Donc, c'est là que je décide de créer Géolith et on travaille avec différents centres de recherche, en particulier l'école Mines ParisTech, pour développer un procédé qui permet d'extraire le lithium de manière sélective. C'est-à-dire, vous avez l'eau chaude donc, qui remonte, qui sert à fabriquer de l'électricité, à chauffer les immeubles. Voilà. Et dans cette eau chaude, il y a du lithium. Et vous avez mis un système de filtre au point qui permet de retenir le lithium avant qu'on réinjecte l'eau dans le sol, c'est ça? Absolument. Waouh! Absolument. Toi, t'as fait des études de géothermie, toi? Non, mais on en a parlé avant, c'est pour ça. Mais prends le compliment. Donc, avantage du système, là, pour le coup, c'est totalement écologique. Ah bah c'est totalement écologique, zéro déchet, zéro émission. Le fluide est réinjecté dans son milieu d'origine, donc il y a zéro impact. Et puis en plus, ça va nous permettre de créer du lithium, donc de la valeur, donc des emplois sur les sites où il y a du lithium, au minimum dans la vallée du Rhin, mais aussi dans d'autres zones à travers la France. Vous avez repéré d'autres zones en France? Alors, c'est pas nous qui les repérons, mais on a des partenaires qui sont en train de chercher. D'accord. Et qui ont des pistes dans d'autres régions de France, en particulier le Massif central, la vallée du Rhône. Et en termes d'environnement, bon, vous avez expliqué que vous respectez au maximum, mais quand vous pénétrez le sol, enfin quand vous mais c'est déjà des puits qui existent, voilà, on est d'accord, c'est ça. Alors, soit c'est des puits qui existent, soit c'est des gens qui développent des puits pour aller chercher de l'eau chaude. D'accord. Okay. Donc c'est jamais en plus. En fait, vous ne trouvez pas en plus la terre, en fait. Non. On vous greffez sur quelque chose qui existe déjà. La question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de lithium en France? Alors, je parlais d'un puits de géothermie, ça correspond à peu près à 50 000 voitures par an. Un puits. Donc, je dirais. Donc, il y a combien de puits aujourd'hui qu'on pourrait exploiter? Alors, existants, je crois qu'il y en a 4 existants. D'accord. Donc, ça fait déjà 200 000 voitures, c'est pas mal. Voitures électriques, là, pour le coup? Oui. Et il y a des gens qui cherchent à développer ces projets. Et le lithium est un gros levier de développement de cette énergie renouvelable. Est-ce qu'on a une idée, excusez-moi, parce que moi je suis une fille, donc je parle d'argent sans problème, du coup, de cette extraction de lithium, c'est-à-dire une fois que vous réussissez à le ressortir pour le donner à travailler à l'automobile, au fabricant de batterie, c'est quoi le coût? Aujourd'hui, on estime que c'est à peu près, le coût c'est 20 € le kilo, alors que la valeur sur le marché est à 80. Donc c'est rentable. Donc ça serait dès maintenant, on pourrait avoir une production de lithium française qui soit rentable. Oui. C'est marrant, on aurait sur les batteries Made in France, quoi. Ça va. Pardon. Non mais c'est ça. C'est fou. Oui, ça serait alimenter les usines de batteries à partir de lithium français. Vous avez été en contact avec le gouvernement et compagnie. Enfin, c'est bon, c'est parti, c'est dans les tuyaux. Enfin, le gouvernement, que ce soit celui d'aujourd'hui ou celui de demain. Bien sûr, oui. Évidemment, parce que là, ça dépasse. Et vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'investisseurs. Parce que vous avez développé la technologie, c'est ça, que vous mettez à disposition de ceux qui en auront besoin pour l'exploitation. Mais c'est pas vous qui créez les usines, c'est pas vous qui allez exploiter le lithium. Et pourquoi pas? Non. Non. Nous, on se positionne comme un développeur de technologie et on va fournir notre technologie à des gens qui veulent produire le lithium. D'accord, mais qui va acheter le lithium? Alors, qui va le produire? Il y a des développeurs, je ne vais pas te donner de nom à la radio, mais il y a des gens qui il y a des gens parce qu'il y a des choses il y a des choses qui sont en cours de route. Oui, j'ai bien compris, mais comme on parle vrai sur Sud Radio, moi je tente toujours. Il y a des gens comme Lithium de France, par exemple. Eh ben voilà, tu vois. Avec lequel on travaille en partenariat, mais bien d'autres. On a démarré notre première usine de démonstration le mois dernier en Angleterre. Donc là, c'est une petite usine. C'est hyper en France, l'Angleterre. J'adore. Au début, on parle de la France, et on se retrouve en Angleterre. Mais là, c'est de la démonstration. Ouais, mais bon, ça me fait un peu mal au ventre. Mais les Anglais ont été plus réactifs que nous sur ce coup-là. Et je préfère le faire en Angleterre que pas le faire en France. Je suis d'accord avec vous. Voilà, mais maintenant qu'on a vu que ça marchait en Angleterre, parce que ça marche en Angleterre, le projet français est démarquant. Je l'espère bientôt. Les discussions avancent et je pense que le Grand Prix ACF Autotech va nous permettre d'accélérer le mouvement. Ça nous a donné beaucoup de contacts avec les industries automobiles et j'espère qu'on va pouvoir transformer ça. Mais une fois que le lithium va être transformé, il faut aussi qu'on ait une usine à batterie en France. Oui, il y a deux grandes usines qui sont en cours de construction. 3, oui. Dans le Nord. Les 3 dans le Nord. Les 3 dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, du côté de Valenciennes, entre autres. Plutôt Dunkerque Dunkerque et aussi, Douai. oui, Dunkerque, oui, tout à fait. Oui, c'est Douai. Vous êtes Douai, vous aussi. Alors, on sait aujourd'hui que ce qu'on appelle le sourcing, qui est un mot bien français, est une vraie problématique dans les nouvelles énergies. Est-ce que ça va permettre à la France d'être
autosuffisante en lithium, même si le marché de l'automobile se développe comme on imagine qu'il va se développer. Ça pourrait être 50% des ventes à l'horizon 2040-2050. Est-ce que ça serait la production de lithium, d'après vous, française, serait suffisante pour alimenter tout le marché de construction française, on va dire? Pourquoi pas? Ça va dépendre des moyens qu'on se donne. Ouais, on est à combien de voitures électriques? On sait qu'on a la ressource, c'est ça qui est intéressant. Alors pourquoi on nous a dit au début de la voiture électrique, oui, le lithium, de toute façon, un jour il n'y en aura plus, ça va être la pénurie? Alors, bon, d'abord, il n'y en aura pas plus parce que les batteries, on va les recycler. Oui, bien sûr. Moi, j'allais arriver de ça. Autant quand on a rempli un réservoir de pétrole, on l'a brûlé. Et sur une batterie de 400 kg, il y a combien de kilos de lithium? Il y a à peu près 5% de lithium. Ah oui, et on peut recycler entièrement ce 5%? Alors aujourd'hui, on vise à pouvoir recycler 90%. Ok. Voilà. Mais aujourd'hui, le frein, c'est qu'il n'y a pas de batterie à recycler. Les seules batteries à recycler, c'est les voitures accidentées. Oui, parce que les batteries ont une deuxième vie, elles servent de batteries à poste fixe. Les technologies sont en train de se mettre en place. Donc ça sera prêt. Elle est où la Géolith, votre société? Nous sommes à Orsay. Très bien. Du côté de là où ça cherche beaucoup. Voilà, à côté des centres de recherche. Voilà. Et nous avons un centre d'essai à Haguenau, en Alsace. C'est très bien. D'accord. C'est marrant parce qu'il disait qu'il y avait des puits de lithium, de géothermie et donc de lithium trouvés en Alsace, terre de vin. C'est pour ça qu'on est là-bas. Côte-du-Rhône, terre de vin. Est-ce qu'il y aura J'arrive toujours à placer un petit truc. Ce que vous m'avez dit quand on préparait cette émission, c'est qu'on pourrait se servir aussi des puits de pétrole aujourd'hui qui sont plus exploités parce qu'il n'y a plus de pétrole pour récupérer du lithium également. Eh bien, tout à fait. Oui, il y a beaucoup d'endroits où il y a du lithium dans les eaux qui viennent avec le pétrole. Donc ça serait donner une deuxième vie à ces puits de pétrole. En fait, c'est de la transition énergétique. Donc pas besoin de forage. Pas besoin de forage, c'est saler, se brancher. C'est top. Je vous dirais, on est en contact avec quelques pétroliers et on essaye d'avancer sur ce sujet. Joli, parce qu'il faut le valider. Tout une belle porte ouverte. Comme quoi, en France, on n'a toujours pas de pétrole, mais on a toujours des idées. C'était vraiment génial. Non, mais vraiment top d'être venu nous voir pour parler de cela. Jean-Philippe Gibaud, la start-up, donc Géolith, grande gagnante, lauréate du prix Grand Prix. Et puis on va s'arranger pour qu'ils s'inscrivent aux Awards de l'automobile. Oui, et puis surtout au-delà de ça, on tient à ce que vous nous teniez au courant des avancées. Oui, c'est-à-dire en priorité sur Sud Radio. Quand l'usine fonctionne en Alsace, on sera, même le démonstrateur, on ira jeter un œil. On fera la route des vins, et la route des puits. Du lithium. Mais en tout cas, bravo. Une équipe de combien de personnes? On est 17 maintenant. Que vous saluez du coup de notre part. Et vous serez toujours le bienvenu dans On parle auto. Merci beaucoup. Voilà, Lithium Made in France, ça c'est quand même top. Jean-Philippe Gibaud était notre invité, président fondateur de Géolith, G-E-O-L-I-T-H. Et vous voyez actuellement la photo sur la page Facebook, puisque Bastien, notre réalisateur, vous met tout ça en direct. Allez, à suivre, on va parler pneus et votre question. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et d'après une très très bonne idée de l'ami Jean-Luc, vous le savez, on a fait gagner des places pour les coupes de Pâques qui se passent sur le circuit Nogaro. Et tu me dis, comme c'est Pâques, il faudrait qu'on leur fasse un petit coucou. Oui, si vous n'êtes pas loin de Nogaro, il fait super beau. On est dans le Gers. Voilà. Exactement, ça vaut le coup d'aller jeter un œil, c'était vraiment sympa. Ouais. Circuit Paul Armagnac. Mon premier reportage de télévision de ma carrière en 1987. Mais vous les faites pas. C'est vrai. Ouais. Non. Bon, allez, tout de suite, on va parler pneus. Serge, il avait une bonne idée, mais c'était avant la guerre en Ukraine. On va parler pneus dans quelques instants, mais donc on accueille Serge qui a priori a une bonne idée trop tard. Salut Serge. Bonjour Serge. Bonjour. Voilà, j'avais une petite question parce que je suis un petit peu un pro diesel et je vois qu'il existe du biodiesel mais qui est offert uniquement aux flottes d'autobus et de camions, mais pas aux autos. Alors je me demandais pourquoi. Alors oui, ça s'appelle du Oléo 100, effectivement. C'est pas un truc, ça n'a rien à voir avec la corrida. Oléo 100. Non, mais c'est effectivement du biodiesel qui est fabriqué à partir de plantes. D'où l'intérêt, puisque vous avez moins d'émissions de CO2, puisque la plante, alors c'est comme pour l'éthanol, la plante absorbe du CO2, elle pousse, et puis ensuite on récupère, alors là en l'occurrence, vous allez tout de suite comprendre quand je vais dire le mot, on récupère l'huile pour faire du carburant. Ouais. Et quand je disais c'était une super bonne idée, alors il y a déjà quand même les carburants, quand vous allez à la pompe, vous achetez du B7 ou du B10, ça veut dire qu'il y a déjà 7% de biodiesel dedans ou 10% de biodiesel dedans. Le problème... C'est vrai, pardon, mais on n'en trouve pas. On en trouve du pas B7, vous en avez partout. Du B7, mais c'est pas dit en fait.
Mais si, c'est écrit sur les pompes. Si, sur les pompes. Vous prenez votre pistolet, c'est que vous n'avez jamais fait attention. Ouais. Mais le gasoil qu'on trouve à la pompe, c'est du B7. Donc il y a déjà 7%. Et c'est marqué dessus. Non, c'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Bon, Serge, on va s'acheter des lunettes tous les deux. Voilà. Et c'est vrai. Alors il y avait un problème auparavant, c'est que certains pétroliers, on va dire, bon, tant pis, on les cite. Total, par exemple, se servait d'huile de palme. On sait que l'huile de palme. Au niveau environnemental, c'est pas extraordinaire. Bon, ils ont arrêté maintenant d'importer de l'huile de palme. Donc pour les carburants, oui, c'est vrai aussi. Mais pour les carburants, donc on n'utilise plus ou presque plus d'huile de palme. Le problème, c'est que ce carburant végétal, on le fait à partir de pressage de graines de colza et de tournesol. Et il vous aura pas échappé que en ce moment, on est un peu en tension sur l'huile de colza et de tournesol, particulièrement de tournesol, parce que l'huile de tournesol, elle était en grande partie produite en Ukraine et qu'aujourd'hui, on va d'abord faire des frites avec l'huile qu'il y a avant de mettre l'huile dans les voitures. Donc c'est vrai que dans certains supermarchés, le rayon des bidons d'huile, il est... Boulevard sort de ce corps. Il est sinistré. Donc la bonne idée de dire plus de biocarburant pour le diesel, ok, mais dans la période qu'on vit actuellement, malheureusement, ça ne sera pas possible. Et je pense même que la part de biodiesel peut peut-être diminuer dans les carburants parce qu'on est en tension sur l'huile. Ouais. Bon, il vaut mieux quand même nourrir avant. Voilà, il vaut mieux nourrir. Là, pour le coup, il y a une vraie concurrence alimentaire qui n'existe pas avec l'éthanol. Sur la betterave. Bien sûr. Bon, bien sûr, voilà, Serge, vous avez votre réponse. Merci beaucoup. Bon, merci pour cette bonne idée, mais un peu tard. On vous embrasse, Serge. Merci beaucoup. Merci Serge, au revoir. Allez, moi je profite de ce moment avant qu'on parle pneus, puisqu'il nous reste 2 minutes pour les questions Facebook, puisque vous êtes nombreux à me poser des questions sur la page Facebook de Sud Radio. Il y a notre ami Gilles qui dit on a déjà parlé des radars de feu. Comment ça se passe pour un camion ou un semi-remorque qui commence à passer au vert et dont l'arrière passe au rouge? Ce qui arrive assez souvent. Merci de votre réponse. Oui, il n'est pas verbalisé. Si on n'a que la moitié du camion arrière, d'abord c'est compliqué de lire la plaque à l'arrière. Oui, c'est pas faux. Ça c'est la première chose. Non, mais en plus, vous savez, il y a plusieurs photos il y a 2 photos qui sont faites à chaque fois. Et donc si le véhicule n'a pas bougé entre les 2 photos, déjà vous pouvez avancer un peu trop au moment où le feu passe au rouge, vous pouvez être bloqué par un piéton, un cycliste qui traverse, voilà, vous vous arrêtez, vous avez l'avant de la voiture qui a passé un petit peu la limite, clac, ça flash, mais si le deuxième flash vous est exactement au même endroit, on ne considère pas que vous avez grillé le feu. Donc c'est la même chose pour les camions. Pareil, si vous avez une voiture avec une remorque, vous passez et la remorque derrière, si c'est une remorque un peu longue, vous êtes passé on va dire, vert orangé. Et puis ça passe au rouge au moment où la fin de la remorque n'est pas passée, vous ne serez pas verbalisé, heureusement. C'est cool. C'est parce que je pense aussi moi au bus, tu sais les doubles bus. Oui. Tu commences à passer le début du bus, la fin c'est 3 km plus loin. Alors après vous avez en Australie les road trains, ces camions avec 5, 6, 7 remorques. Ouais, ça c'est ouf. C'est un train en fait, c'est pas un train. C'est un train. Bon voilà, en tout cas on a répondu à Gilles qui en plus trouve notre émission très sympa et puis il aime bien notre duo, donc on l'embrasse fort, on lui souhaite un bon week-end de Pâques comme à tous ceux qui sont avec nous sur Sud Radio. Allez, tout de suite, on parle pneus. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et c'est Dominique Stemfeld qui est le président du dit syndicat dont on vient d'entendre. Oui, le syndicat des professionnels du pneu. Salut Dom. Et Dominique qui survit au Covid puisque je crois qu'il est positif. Bonjour Dominique. Oui, mais enfin on m'a dit en début d'année qu'il fallait être positif, donc je suis positif. Mais ça va, pas trop de... Non, ça va et c'est pas contagieux au travers du téléphone, donc soyez tranquille. Vous êtes toujours dans le sud ? Oui, absolument, tout à fait. Bon, alors là, par contre, ça va être moins drôle. On va parler augmentation du prix des pneumatiques. On avait déjà pris 8,5% dans le nez et l'avenir s'assombrit. On est d'accord. Oui. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que le caoutchouc synthétique entre pour une très grande partie dans la fabrication des pneus. C'est un dérivé du pétrole et donc, en conséquence, le coût des pneus est corrélé en grande partie à celui du pétrole. Donc, il y a déjà eu un premier impact en 2021 lié à la crise du Covid qui a créé une tension sur les matières premières. Et même les marques à bas prix en provenance d'Asie ont été impactées pour cette raison. Et puis il y a un élément supplémentaire aussi concernant le prix des pneus d'origine lointaine. Ils ont également été impactés par l'augmentation faramineuse du prix du transport et des conteneurs. Ouais. Ah mais oui. Et il y a le noir de carbone aussi. On n'importe pas beaucoup de noir de carbone de Russie ?
Alors, il y a effectivement des difficultés d'approvisionnement sur tous les produits dérivés du pétrole, et le noir de carbone est un produit qui est dérivé du cracking du pétrole, et une grosse partie des manufacturiers se fournissaient, pour des raisons de proximité et puis de rapport qualité-prix, se fournissaient en Russie. Donc, c'est une tension supplémentaire sur un produit qui est nécessaire à la fabrication des pneus. Mais Dominique, il me semble avoir vu que certains manufacturiers faisaient des pneus à partir d'autres éléments plus naturels. Je pense par exemple à des pissenlits géants. Ça se développe ça ou pas ? Alors tous les manufacturiers aujourd'hui ont vu le danger de lier leur fabrication. Oui. Ils ont vu le danger de lier leur fabrication à des produits dérivés du pétrole. Donc aujourd'hui, en tout cas tous les grands manufacturiers se creusent la tête pour trouver des solutions éco-sourcées. On sait aujourd'hui faire des pneumatiques à base de produits d'origine végétale ou d'origine naturelle. Sauf que aujourd'hui c'est très compliqué d'industrialiser, donc des recherches sont faites, c'est en cours, mais c'est pas pour demain matin, ça c'est clair. Oui. Michelin a annoncé quand même qu'il serait à 100% de produits biosourcés dans quelques années. Je crois que c'est 2030, c'est ça. C'est bien. Oui, c'est ça. Alors il y a deux pistes qui sont suivies par les manufacturiers. La première, c'est effectivement des produits biosourcés, et puis la deuxième, c'est de récupérer ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, c'est de récupérer en fait du caoutchouc de pneumatiques usagés pour refaire des pneumatiques neufs. Donc tout le monde y travaille, ils vont y arriver, ça c'est certain. Alors l'horizon, c'est effectivement 2030, 2040, voire 2050, mais en tout cas c'est en cours. Bon, alors donc le prix des pneus, là, 8,5%, c'était vrai ce que je disais tout à l'heure ? Oui, c'est 8,6% exactement. En tout cas, c'est le résultat des études qu'on a faites l'année dernière. Et puis, il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête, puisque en fait, aujourd'hui, il y a une pression supplémentaire qui s'exerce sur des produits pétroliers. Alors, soit des produits en provenance de Russie, soit des produits en provenance d'ailleurs, puisqu'il y a une augmentation générale du prix du pétrole. On peut donner un peu une idée de budget, en fait, par exemple sur. Oui, mais comment on peut faire, tiens, d'ailleurs, pour économiser sur le budget, acheter des pneus moins chers, c'est quoi les filières ? Alors il y a plusieurs solutions. Je vous disais tout à l'heure que les pneumatiques réputés à bas prix avaient pris aussi des augmentations importantes pour des raisons de fabrication et pour des raisons de transport. Donc en fait l'écart entre les pneumatiques fabriqués en Europe et ceux fabriqués en Asie se sont considérablement réduits. Après, ce qu'il faut regarder, c'est pas hésiter à mettre en concurrence les différents acteurs sur le marché du pneu pour essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Maintenant, il faut veiller aussi à pas aller trop loin dans le bas prix, puisque derrière il y a aussi des notions d'économie de carburant. Alors sécurité et économie de carburant liées à la qualité du pneumatique. Entre un mauvais pneu et un bon pneu, il peut y avoir des économies de carburant qui sont de l'ordre de 5%. Rapporté à la durée de vie d'un pneumatique et avec un carburant à 2 €, c'est des économies qui peuvent varier entre 300 et 400 €. Ça peut être d'ailleurs le prix des pneus. Oui. Donc il faut vraiment faire très très attention au type de produit qu'on achète. Et moins user ses pneus. Oui, c'est exactement ce que j'allais poser comme question, Laurence. Tous les deux. Non, peut-être les économiser justement. Comment moins user ses pneus ? Alors effectivement, c'est accélérer moins fort, freiner moins fort, et puis également éviter de prendre des virages trop vite. Et puis enfin, et ça on le rappelle systématiquement avec vous, c'est la pression de gonflage qui est un critère très très important. Donc gonfler correctement les pneus, c'est à la fois économiser du carburant et c'est à la fois économiser ses pneumatiques. Donc en fait, c'est double bénéfice. Tous les combien on fait ça, l'ami Jean-Luc ? De quoi ? De vérifier la pression de ses pneus. L'idéal, c'est de le faire au moins tous les 2 mois. Et d'ailleurs, là, on vient de changer de saison. En fait, c'est bien de revérifier la pression de ses pneumatiques. On est d'accord, Dominique, Absolument. Changement de température. Voilà. Et on le rappelle une fois de plus, les systèmes de surveillance de pression ne sont pas fiables à 100%. Donc même si on a un système de surveillance de pression, il faut contrôler la pression de ses pneus de manière très régulière. C'est une solution économique également. Ben voilà, donc on fait attention, on a le pied un peu léger. Ouais, on fait gaffe dans les ronds-points, parce que c'est vrai que si on prend les ronds-points un peu vite, c'est... On fait attention aussi pour nos jantes et les nids de poules, il y a de plus en plus de nids de poules, c'est l'enfer. Pareil, Dominique, si je suis à vitesse stabilisée,
j'use assez peu mes pneus, que je sois à 120 ou à 110 ou à 130 sur l'autoroute, je les use assez peu. Ce qui va les user, c'est vraiment le démarrage un peu violent, le démarrage un peu violent ou le freinage appuyé. Tout à fait, tout à fait. Et les ronds-points. Et les ronds-points. Et rajouterait quelqu'un que je connais, et les dos d'âne. Et les dos d'âne, ouais, parce qu'il faut freiner avant et réaccélérer après. Et puis les nids de poules, il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Vous avez vu l'état de nos routes en France ? Ah oui, mais justement, on milite pour avoir des poules, il faut qu'elles aient des nids. Bon merci beaucoup Dominique Somfeld, très bon week-end de Pâques du côté de la région PACA où vous êtes. Et puis soignez-vous. Avec des œufs de poule d'ailleurs. Mais des bons œufs, des vraies poules, et puis des œufs en chocolat aussi. Eh ben, bon week-end de Pâques à tous. Bonne route, soyez prudents et vérifiez la pression de vos pneus. Exactement. Allez, à suivre, nous allons entre autres avoir à parler de la journée nationale du véhicule d'époque. Ça sera la semaine prochaine, mais vous pouvez inscrire, si vous avez des choses, il faut le faire. Et puis enfin, on va faire la traversée de Paris demain matin, normalement. Ça a été reporté 2 fois, donc on va en parler vraiment. Vous avez du bol, moi j'y serai demain matin. Ouais, il fera super beau. Bon, on en parle tout à l'heure. Il y aura notre pote François aussi demain. Allez, pub. Sud Radio. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. 0826 300 300 pour nous rejoindre en direct et poser votre question à l'ami Jean-Luc, une question, un conseil, ou même pour choisir votre future auto, puisque le rendez-vous est aux alentours de 13h20. Mais tout de suite, et avant de parler de la traversée de Paris, et qui va enfin avoir lieu demain, on l'espère, on va accueillir Jean-Michel pour la question auditeur, puisqu'à 13h03, c'est votre rendez-vous. Salut Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour Laurence. Bonjour Jean-Luc. Bien écoutez, je voulais joindre Jean-Luc parce que j'ai acquis il y a quelques mois un Lexus 450 RX et je m'étais dit pourquoi pas le passer avec un boîtier éthanol. Et j'ai vu qu'il y avait une réticence des fabricants de boîtiers pour la réponse. Alors j'ai cherché à comprendre et puis j'ai fini par voir que, outre le moteur avec le cycle Atkinson et le double système d'injection directe et indirecte, c'était peut-être pas vous avez dit ce qui posait problème pour les fabricants de boîtiers, c'est le double système d'injection. Vous avez une injection directe et indirecte. Alors pourquoi une injection directe et indirecte ? Simplement parce que l'injection directe permet des économies de carburant et l'injection indirecte permet, lors des démarrages, moins de pollution, moins d'émissions de particules. L'injection directe a le problème de générer des particules et l'injection indirecte, non. Donc les Japonais, qui font jamais les choses à moitié, au moment où ils ont voulu concevoir un moteur le plus propre possible, se sont dit, tiens, on va mettre 2 systèmes d'injection, un qui permet de moins consommer de carburant et un qui permet de moins polluer. Et ça pose un problème aux fabricants de boîtiers parce qu'il faudrait qu'ils fassent 2 fois le boulot. Mais, c'est moyennement grave. Pourquoi ? Oui. Parce que les moteurs Toyota, même si Toyota dit oh non, pas d'éthanol dedans, vous pouvez rouler. Alors je vous conseille pas de faire 100%, mais déjà faites moitié-moitié et vous verrez que ça marche très très bien. Ce qui vous permettra quand même de diviser votre budget carburant, de diminuer votre budget de carburant de 30%. C'est pas négligeable. Voilà. C'est bien. Donc ça, vous pouvez le faire sans souci. Vraiment ? Oui, vraiment. Jean-Luc, je me pose la question, moi, en fin de compte, maintenant étant retraité, je roule peu, je suis passé de 20 000 à 5 000 km par an, et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Si vous faites moitié-moitié, si vous faites moitié-moitié, il y a absolument, je vous garantis qu'il n'y a absolument aucun risque. Aucun risque pour le réservoir, pour le si le véhicule roule peu ? Alors, je vais vous dire autre chose. Un RX, il est conçu pour le marché américain et californien. En Californie, on trouve du E20, c'est-à-dire que 20% d'éthanol. Les Japonais, qui sont des gens très prudents et pragmatiques, quand ils conçoivent un moteur avec une cartographie pour du E20, il peut, sans problème, rouler avec du E40. Et si vous faites moitié-moitié dans votre réservoir, vous aurez du E40. Donc le moteur, lui, ça lui fait ni chaud ni froid. Si vous faites moitié-moitié, il a été, dès le départ, sa cartographie est suffisamment étendue pour fonctionner avec du E40. Top. Donc il n'y a absolument aucun problème. Voilà. Écoutez, impeccable, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Vous économisez le boîtier et vous verrez que ça marche très bien. Hein. J'avais fait le calcul, il fallait 5 ans pour économiser le boîtier. Et en plus, si je vous le dis, Jean-Michel, parce que je le fais moi. Alors, j'ai pas un 450, j'ai un 400H, mais ça fait déjà des années que je le fais. Ça fait des années que vous en parlez. J'ai jamais eu de problème. Parce que, dès le départ, ces véhicules-là sont faits pour fonctionner avec un pourcentage d'éthanol qui est plus élevé que ce qu'on trouve en Europe.
Et il n'y a pas un moteur différent pour le marché californien du marché européen. Tous ceux qui ont une Lexus là, qui nous écoutent en ce moment, toutes les personnes qui ont un Lexus peuvent faire ça. Ou c'est juste pas particulier à ces deux modèles. Mais bon, de toute façon, Lexus ne vend en France que des modèles hybrides. Il n'y a, plus de modèles essence normaux. Donc tous ceux qui nous écoutent, qui ont un 400H, un 300, un NX 350, ou enfin voilà, toute cette gamme-là. Vous pouvez rouler moitié-moitié d'éthanol. Oh, ça va faire monter leur prix d'occasion. Si vous posez la question par contre au concessionnaire Toyota, il vous dira, oh là là, faut pas le faire. Oui, bien sûr. Bon, mais voilà. Super, Jean-Michel. Bien, et je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Merci, Jean-Michel. On vous embrasse très très fort. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. J'allais dire pas d'abus d'alcool, même si vous en mettez dans la voiture. Oui, mais voilà, avec modération quand on le boit, effectivement. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, puisqu'on parle d'abus d'alcool et de modération, puisqu'Alain Marty prône toujours une consommation responsable dans ses émissions Invino, exceptionnellement aujourd'hui, il n'y aura pas Invino, puisque nous avons une après-midi complète à partir du moment où on va vous abandonner à 13h30, dédiée au rugby. Voilà, je voulais le prévenir, mais les amoureux d'Invino, rendez-vous sur leur site internet ou en podcast sur le site Sud Radio. Et évidemment, demain, demain, ils seront avec nous également. Ce qui ne veut pas dire que l'après-midi rugby, ça sera sans alcool, parce qu'à la troisième mi-temps, je pense que là... Ah, mais moi, ça avec modération. Bon, et on parle d'anciens. Non, justement, s'il te plaît. Ça sera pas avec modération. On ne peut pas prôner une consommation non responsable. Alors, on a Jacques d'Andrea avec nous. Jacques d'Andrea, qui est l'organisateur de la traversée de Paris en ancienne. Qui commence demain. Et c'est la troisième fois, enfin, c'est au moins la deuxième fois qu'on l'a en ligne. La dernière fois, c'était pour constater que l'avant-veille, ça avait été annulé par le préfet pour cause de pollution. Bon, là ça devrait tenir, Jacques. J'espère bien. Merci de faire toujours la promotion de notre traversée de Paris. Non, mais je serai là demain matin, je me lève tôt exprès pour être avec vous. Je sais bien, donc ça me fait plaisir de vous retrouver. Et comme beaucoup des fans de véhicules d'époque, donc cette fois-ci, j'espère que toutes les planètes vont être bien alignées, ça se présente bien. J'ai touché. Je ne sais pas si c'est du vrai bois d'ailleurs. Alors, je pense, Jacques, pour le coup, je pense que vous avez effectivement la météo qui est belle, et on se le disait avec Jean-Luc en arrivant à la radio ce matin, il y a énormément de monde à Paris ce week-end, c'est un truc de malade. Mais les gens en plus sont ravis, mais le public est ravi de voir passer des vieilles autos. En général, ils sont enthousiastes. Alors, je sais pas, signe du destin. Vous savez que chaque année, on prend un thème pour notre traversée de Paris, et donc le choix qui avait été prévu au mois de janvier, c'était les lieux cultuels. Donc, on ne savait pas que ça se ferait le dimanche de Pâques, vous voyez. Donc, les signes. Vraiment, les planètes sont alignées. Alors, c'est quoi absolument. Sans nous dévoiler. C'est pour ça qu'on a prévu de passer devant Notre-Dame, la synagogue, le temple. Il y a du monde, les mosquées de Paris, la basilique du Sacré-Cœur, enfin beaucoup des lieux historiques et culturels, et puis sans oublier les beaux monuments de Paris que nous adorons, que les provinciaux vont apprécier, les étrangers, donc l'Académie française, le musée du Louvre, l'Opéra, et on passera même devant la statue de Johnny pour les fans de moto. Jacques, normalement, le parcours, il est secret pour pas qu'il y ait plein de gens qui viennent se greffer, mais vous êtes en train... vous avez donné au moins une dizaine. Tu sais pourquoi l'a mis Jean-Luc? C'est parce qu'on a tellement attendu la traversée de Paris en ancienne que maintenant on ouvre les vannes et venez tous vivre ça avec nous. Alors il y aura combien? Parce que d'habitude, il y a voiture, moto, autobus, il y a même des tracteurs des fois. Absolument. Là, il y a combien de véhicules qui seront là? Là, on est à 134 motos, là, donc on aura la plus ancienne, ça sera une Zundap, une moto allemande de 1938, des Tero, sans oublier les Solex et Motobécanes pour les deux roues. On aura 9 tracteurs, 70 vélos, 630 voitures. Le tracteur, il va aux Champs-Élysées, j'imagine. Comment? Le tracteur, il va aux Champs-Élysées pour... on n'a pas trop tracteur le droit, dans les champs, Tracteur dans les champs, fleurissent. Non, alors, et voitures, combien vous nous avez dit? 600. 600. Voilà. 600 voitures. Absolument. Bon. Donc c'est énorme, une grande diversité. Et donc la plus ancienne, ça sera donc une Richard Brasier type H de 1903. Une Amilcar de 1921, donc on a vraiment des véhicules historiques d'époque. Wow. Donc c'est important de le signaler. Et le véhicule le plus ancien, ça serait une bicyclette britannique de 1889. Donc faut pas oublier qu'on a des vélos. Ah, il y a des vélos aussi, d'accord. 70 vélos. C'est pour faire plaisir à Madame Hidalgo, ça. Et elle sera pas là, Madame, 1,7%. Elle se cache. Peut-être, on ne sait pas. Elle sera peut-être là à prendre des photos, qui sait. Et on aura des belles voitures de l'aventure Peugeot Citroën qui sortira du conservatoire. Donc
une Simca 1100, une Peugeot 304 Cabriolet, donc des modèles vraiment top. Et puis j'aimerais faire un petit éclairage aussi, parce que souvent on pense que le monde de la voiture ancienne c'est très masculin, et je voulais un peu casser un petit peu ces a priori en disant qu'on aura par exemple 3 femmes qui vont conduire des Mustangs, on aura Carole qui sera en Alpha, Caroline en Porsche 911, Marie-Pierre en Isetta, Claire en Mini Cooper, Claudine en MGA de 61. Donc pour vous dire que les femmes sont avec nous et on les apprécie. Donc on souhaite la parité. Elle n'est pas encore tout à fait chez nous, mais ça va venir. D'accord. Bon, au-delà de ça, vous avez quelques personnalités qui font partie du cortège. Jean-Luc Moreau. Ouais, voilà, moi je compte pas. Non, mais je sais qu'il y aura. Ouais, il y a un taxi anglais où il y aura du monde à l'intérieur. Hein. J'ai cru comprendre ça. On m'a dit qu'il y a quelques personnalités qui seront là. Peut-être qu'ils vont rester discrètes, mais bon, il y a des rumeurs qui circulent déjà. Mais quelles rumeurs? Qui? Ben ouais, justement. Moi, je vais balancer. Hein. Oui. Peut-être de la télévision, des médias. Moi, je vais balancer. Il y a François A. Dans un taxi anglais qui va transporter Dominique C. qui présente une. J'ai rien dit. Qui présente une émission qui a fêté ses 35 ans, qui s'appelle Turbo. La plus vieille émission d'M6 avec le téléachat sur lequel on me retrouvait tous les matins. Oui. Voilà. Oui, monsieur. Donc, on a la chance d'avoir de grands médias, des grandes chaînes de télévision. Donc, c'est bien, bravo. Merci pour ce soutien. Et puis, je pense que le public sera heureux de parader dans les rues de Paris. Et Jacques, alors réunion, rendez-vous au château de Vincennes demain matin pour ceux qui veulent voir l'ensemble du plateau. Le mieux, c'est d'aller au château de Vincennes. On va dire vraiment le premier départ. Donc nous, on sera là sur le terrain dès 5h pour monter. Donc il faut se lever tôt. Je peux arriver à 8h30. 7h30, vous démarrez à 7h30. Les premiers, on va essayer de faire 3 départs de façon de pas quand même paralyser Paris. C'est pas l'objectif, même si on est content de faire une belle animation, mais on va essayer de faire 3 cortèges. Voilà, donc les premiers 7h30, je vous dis, et puis toutes les demi-heures, ça partira à peu près. D'accord. Et retour ensuite, c'est une boucle et retour à Vincennes. Voilà, bon, cette édition est un peu particulière, donc on fait une boucle Vincennes-Paris-Vincennes, donc on reviendra aux environs de midi, où le public pourra admirer les véhicules en stationnement devant le parvis du château de Vincennes. Bon, c'est gratuit, hein. Voilà, c'est absolument gratuit, donc voilà, il faut venir simplement avec son sourire, la bonne humeur, son appareil photo, voilà. Cool, super. Bon, vous avez fait brûler un cierge pour être sûr que ça aille bien mieux demain matin. Non, mais c'est cultuel demain, donc c'est bon. Voilà, c'est dimanche de Pâques, ça va le faire. Bon, super. On vous souhaite une super journée, puis on va souhaiter bon courage à l'ami Jean-Luc de se lever à 5h du matin. Ouais. Pour un dimanche. Non, je ne vais pas me lever à 5h du matin, je vais arriver un petit peu plus tard. Oui, non, puis quand on a la passion, on ne compte pas. Oui, je ne sais pas encore avec quelle voiture j'irai. J'hésite entre plusieurs. Laquelle, pour conclure? Sans doute la Sunbeam ou l'Austin Hillet. Peut-être l'Austin Hillet. Très bien. Pas roulé depuis un petit moment. Ça lui ferait du bien, il fait très très beau. Exactement. Bon, en tout cas, prévoyez la crème solaire, les gars, et les filles. Et j'en profite pour dire que la semaine prochaine, le dimanche, ça sera la journée nationale du véhicule d'époque. Et si vous avez décidé d'organiser un événement à cette occasion, que ce soit une balade, un rassemblement, vous avez jusqu'à demain, 17 avril, pour vous inscrire sur le site de la FFVE. C'est important pour que les gens puissent venir vous voir si vous avez prévu quelque chose. C'est super, c'est noté. Merci beaucoup Jacques D'Andrea, président de Vincennes en Ancienne. Et rendez-vous demain pour la traversée de Paris en Ancienne. C'est la super traversée de Paris printanière pour le coup. Et Pascal, allez à suivre votre question, puisque quelle auto choisir? On vous accueille au 0826 300 300. Venez demander son avis à l'ami Jean-Luc. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Et tout de suite, et pour conclure notre rendez-vous avant les brèves de la semaine, on accueille Karim. Salut Karim. Bonjour Karim. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Ça va très bien. Premièrement, je voudrais vous dire bravo pour votre émission. C'est gentil. Super émission. Top. Voilà. Donc ma question, Non. Vous êtes chauffeur de taxi, c'est ça? Ouais, je vous embrasse, c'est super mignon. Allez, on vous écoute. Oui, tout à fait. Je suis chauffeur taxi. Je vais essayer de synthétiser. En fait, actuellement, j'ai une Lexus NX 300H. D'accord. Et je souhaite changer là dans les prochains mois. Donc, je me suis renseigné sur le nouveau NX 300H qu'ils ont aussi en hybride rechargeable.
Ouais, alors il s'appelle NX 450H+, voilà. en hybride rechargeable, et 350H en hybride, parce qu'il existe aussi en hybride simple. Tout à fait. Et ça sans les fiches, comme ça, que de tête. Oui. Ah, vous êtes fort. Ah non, mais il est fort, il est très fort. On peut rarement le piéger. Alors, le système qu'ils ont chez Lexus, c'est qu'ils m'ont expliqué qu'en fait, le 450H+, quand la batterie est déchargée, il passe en hybride. Oui, mais en fait, c'est une voiture hybride. Mais c'est une voiture hybride avec une batterie plus grosse qui vous permet de rouler plus longtemps en électrique. C'est ça, de l'hybride rechargeable. C'est ça. Mais par exemple, là, ils ont des problèmes de livraison, donc je me suis tourné vers d'autres véhicules. Donc j'ai essayé le Kia Sportage que vous avez testé il n'y a pas longtemps, qui m'a beaucoup plu. Ouais, c'est pas mal. Ils ont le même système, c'est-à-dire qu'ils ont un hybride normal et un hybride rechargeable. Et moi, je voulais savoir, est-ce que l'hybride rechargeable a le même système que chez Lexus, c'est-à-dire quand la batterie se décharge, est-ce qu'on passe en hybride? C'est exactement la même chose. C'est exactement le même type de fonctionnement. Vous allez privilégier, quand la batterie est chargée, le fonctionnement en électrique, mais vous pouvez aussi obliger le véhicule à fonctionner en hybride. Admettons que vous faites une partie d'autoroute. Donc, c'est pas intéressant de faire l'autoroute en électrique. Et ensuite, vous allez être dans une agglomération où là, c'est intéressant d'être en électrique. Donc, vous demandez à la voiture de rester en hybride, même si la batterie est chargée. Et quand vous arrivez en ville, vous passez sur le mode électrique. Quand on arrive vous pouvez paramétrer tout ça. Et ça, le fonctionnement est exactement le même. Alors après, la technologie utilisée est pas du tout la même. Entre les Coréens et les Japonais, vous savez que Lexus, Toyota ont développé un système qui est extrêmement complexe, mais qui marche bien et surtout qui est extrêmement fiable. Alors je dis pas que les Coréens c'est pas fiable, au contraire, ils ont plutôt démontré une très bonne fiabilité sur leur voiture. Maintenant, c'est le même mode de fonctionnement. Ma question, parce que maintenant on va faire ça, c'est moi qui vais poser des questions aux auditeurs. On va changer de concept. De bien répondre. Avec votre NX, vous rouliez avec de l'éthanol ou pas? Pour être franc, j'ai fait des tests en fait. J'ai des amis qui s'amusaient à faire des tests. J'ai essayé même de mettre de l'éthanol sans boîtier. Oui, c'est ce que je vous posais comme question. C'était sans boîtier. J'en ai mis, mais je roulais pas régulièrement. En fait, j'ai pas pris le risque parce que j'avais la garantie. Donc je faisais des petits tests. Donc une fois j'ai mis le plein en entier, le voyant s'est allumé, mais ça c'est normal, c'est les capteurs. Ouais. Il faut éviter le plein en entier. Il faut éviter. Parce que vous avez beaucoup de collègues taxis qui font ça, qui sans boîtier roulent moitié éthanol et ça leur fait des économies. Donc ça, à mon avis, c'est plus efficace sur un Lexus que sur un Kia. Mais dans les la question que j'allais vous poser, Jean-Luc, excusez-moi. Moi, en fait, j'étais parti sur le NX, mais le problème qui se passe, c'est qu'ils ont des temps de livraison qui sont sur du 12 mois, 15 mois. Alors que Kia, ils peuvent vous livrer la voiture en 3 mois. Et vous savez pourquoi ? Parce que les Coréens fabriquent pratiquement tous leurs composants. C'est fabriqué en interne. Donc, ils sont moins dépendants. Par exemple, pour les semi-conducteurs, ils sont moins dépendants de sociétés externes. Allez-y, prenez un Kia. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Ils sont numéro 1 d'ailleurs au classement. Tout à l'heure, on parlait du classement JD Power américain. DJ Power. C'est fait de la musique, DJ Power. Ça marche sur P. JD Power, pardon. Voilà. J'ai dit DJ, c'est JD Power. T'as envie d'aller dans votre ça doit être ça. Et en fait, les Coréens sont passés devant les Japonais. Donc, en termes de fiabilité, si votre critère de choix numéro 1, c'est la fiabilité, vous pouvez mettre ça au même niveau que Lexus. Non, c'est un package. C'est vrai que c'est le confort, on va dire le confort et la fiabilité, c'est les deux principaux. Mais même en termes d'intérieur et tout, j'ai essayé le nouveau Sportage. Ils ont fait énormément le nouveau, il est très bien. Il est vraiment très bien. Et dites donc, Karim, vous êtes connaisseur vous aussi, c'est cool. Et ben voilà, Karim. Je suis Jean-Luc depuis très longtemps, donc. Et vous le suivez en vélo, en voiture. Je m'intéresse aux véhicules et donc c'est un plaisir. Karim, on vous embrasse fort. Vous voilà rassuré, bon Karim. Week-end. Et puis très bien pour les conseils, merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end. Et puis une petite annonce pour tous ceux, salut Karim, qui traversent Paris ou qui veulent faire Paris. Il y a actuellement une énorme manifestation du groupe Extinction Rebellion pour le climat et sur tous les grands boulevards de Paris. Donc essayez d'éviter transport en commun parce que sinon ça va être l'enfer. On fait un petit tour sur les brèves. Je vais commencer par une brève, on va une autre. Sud Radio, on parle auto.
Polémique cette semaine autour de la rémunération du directeur opérationnel du groupe Stellantis, Carlos Tavares. Ouais, le chiffre en a interpellé beaucoup puisque Carlos Tavares devrait toucher une rémunération de 19 millions d'euros au titre de 2021. Je dis beaucoup parce que, en premier lieu, ce sont les actionnaires du groupe lors des assemblées générales qui se sont opposés à cette rémunération des dirigeants. Pourquoi je dis des dirigeants? Parce que John Elkann, qui est le président, était aussi concerné du coup d'épée dans l'eau cependant, puisque Stellantis est une société de droit néerlandaise et que ce vote n'est que consultatif. Toutefois, la politique, elle est pas close, puisque l'agence Reuters... La polémique. J'ai dit la politique? Oui, mais c'est normal, c'est la période. Donc l'agence Reuters, qui cite une société de gestion actionnaire minoritaire, fait état d'attribution gratuite d'actions pour un montant, alors accrochez-vous bien, de 66 millions d'euros. Je pense qu'on va en reparler encore. Tesla a livré plus d'1 million de véhicules sur un an. C'est un cap symbolique qui vient d'être franchi par le constructeur américain, malgré la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et le manque de semi-conducteurs. Le fabricant de véhicules électriques a livré plus d'1 million de véhicules sur les 12 derniers mois. Selon les chiffres publiés début avril, la progression des ventes était même de 67% sur le premier trimestre 2022. Mais ça pourrait changer à cause des fermetures d'usines en Chine et de l'augmentation conséquente de certains modèles, comme celui de la Tesla 3 Propulsion, qui a vu son prix grimper en France de 23% en quelques semaines, et ça risque d'augmenter encore, figurez-vous. Et pour conclure, avant de retrouver l'ami Alex Priam pour parler rugby toute l'après-midi, Thierry Breton veut que les constructeurs européens continuent la production de moteurs thermiques. Oui, c'est un paradoxe. Alors que l'Europe veut interdire les motorisations essence et diesel dès 2035, Thierry Breton, commissaire européen en charge du marché intérieur, demande aux constructeurs de poursuivre la fabrication de ces moteurs pour les exporter hors de l'Union. Selon lui, l'électrique ne représentera que 12% des ventes de voitures neuves en Afrique vers 2030 et pas plus de 40% aux États-Unis ou en Inde. D'accord, ben voilà, merci pour ces brèves. Vous savez ce qu'on va faire? On va tout de suite rejoindre l'ami Alexandre Priam, puisqu'on va parler rugby, juste après on parle auto. Salut Alex. Bonjour salut Alex. Laurent, salut Jean-Luc. Alors, grosse après-midi marathon, spécial Coupe d'Europe de rugby, d'ici quelques secondes sur Sud Radio. Ouais, 9h30 de direct. On est ensemble jusqu'à 23h avec effectivement les huitièmes de finale, retour de Coupe d'Europe avec Montpellier, évidemment qu'on va suivre dans un instant sur Sud Radio. Il y aura ensuite La Rochelle, UBB, Leicester, Clermont, puis Ulster, Toulouse. Que des matchs couperés. Là, c'est les huitièmes de finale retour. Donc, il y aura des qualifiés, des éliminés à l'issue de cette journée de rugby et de journée marathon. Comme tu disais, Laurence, 9h30. Et ben, on vous retrouve dans 4 secondes. Ça vous va? Ah bah c'est parfait. Allez, à tout de suite. Et quant à nous, on vous souhaite un très beau week-end de Pâques à tous. On se retrouve la semaine prochaine, l'ami Jean-Luc. Oui, à la semaine prochaine. Et bonne balade demain sur la traversée de Paris en ancienne. Bisous à tous. Profitez bien de ce très beau week-end. Soyez prudents sur les routes pour les départs en vacances et les croisements. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.